Marie Toussaint, qui est fondatrice de Notre Affaire à tous. Vous avez sûrement entendu parler de ça et je suis sûre que 99,999% des personnes présentes ici ont signé l'appel. Vous pouvez nous rappeler en quelques mots de quoi il s'agit, Notre Affaire à tous? Est-ce que vous avez entendu parler de l'affaire du siècle? Est-ce que vous avez signé l'affaire du siècle? Ok, alors si vous ne l'avez pas fait, est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas fait? Ah, quand même. Alors si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez aller sur l'affairedusiècle.net et ajouter votre nom à la signature. Voilà, ouais, merci. Donc, je suis fondatrice de Notre Affaire à tous, effectivement. J'en ai été présidente jusqu'à il y a quelques semaines. Maintenant, c'est Clotilde Bateau qui est présidente de l'association. Voilà, du coup, c'est entre femmes, graines du changement, où on se serre les coudes aussi, et je pense qu'on en a bien besoin dans les temps actuels. Pour vous parler un peu de l'affaire du siècle, pour ceux qui auraient possiblement pas suivi, c'est une action en justice qui a été engagée donc par 4 associations, Notre Affaire à tous, mais aussi Greenpeace, Oxfam et la Fondation pour la Nature et l'Homme. C'est une action qui demande simplement une chose à l'État français, qui est de respecter ses obligations climatiques, en lui disant, voilà, la France a signé, voire elle a été hôte, voire auteur des accords de Paris qui visent à limiter le réchauffement à 1,5/2 degrés Celsius. On sait qu'il y a déjà énormément de changements dans les atteintes d'un réchauffement entre 1,5 et 2 degrés Celsius. Mais déjà, les lois ne sont pas sur la trajectoire de l'accord de Paris, donc on a un premier problème. Et puis le deuxième, c'est que les lois qu'on a, on ne les respecte pas non plus. Et que si on demande aux citoyens de respecter les lois, ben on doit le demander à l'État aussi, et notamment quand ça a des impacts sur les droits des populations et sur les écosystèmes et sur le vivant. Et donc c'est un peu ça qu'on demande, c'est à ce que la France tienne ses engagements simplement en matière climatique. Pour l'instant, ce qu'on nous répond, c'est que si la France ne tient pas ses engagements, c'est de notre faute à nous, les citoyens. Et je crois que ça, on peut être plusieurs à partager peut-être en partie le fait qu'on peut tous faire plus, en allant planter des graines avec les enfants par exemple, et de plein d'autres manières, mais que l'État a quand même des responsabilités, alors peut-être un peu théoriques comme celle de nous protéger et de protéger l'environnement, mais aussi très concrètes, et c'est ce qu'on souligne, comme le fait de rénover ces bâtiments, de financer des transports propres, ou encore d'encadrer le secteur privé, les pollueurs. Vandana a montré tout à l'heure cette liste des grandes boîtes qui polluent la planète, qui s'accaparent les richesses, qui s'accaparent les graines, qui s'accaparent les sols, qui les détruisent. On n'a que 5% des sols en France qui sont des sols viables, qui respirent vraiment. Et tout le reste des sols, il faut qu'on les répare. Et ben, y a des gens qui sont censés préserver les communs. Je ne dis pas beaucoup les biens communs, moi, parce que je pense que l'océan, les plaines, les montagnes, ce ne sont pas des biens, mais des entités vivantes. Donc, en tout cas, ces entités vivantes, nos communs, doivent être préservés. Et ça, c'est bien au secteur public de le faire et de nous permettre à nous, citoyens aussi, de trouver des manières de le faire. Je crois que ce qui était important pour moi aujourd'hui, c'était de commencer. Enfin, voilà, cette histoire, c'est pas seulement une histoire en France, l'affaire du siècle, mais c'est une histoire qui est en train de se vivre partout dans le monde. On compte en 10 ans 1250 actions en justice climatique qui sont portées soit contre des États, soit contre les grandes entreprises pollueuses, soit aussi par ces entreprises contre des législations qui protègent le climat. Donc ça, il faut le noter, c'est même 2/3 en fait des 1250 actions. Mais en tout cas, ça a commencé, ces affaires-là, vraiment à gagner en 2015 avec un fils d'agriculteur pakistanais, Ashgar Leghari, qui a appelé les juges pour leur dire « Mais en fait, mes parents n'arrivent plus à produire assez pour vendre, mais mes parents n'arrivent plus non plus à produire assez pour se nourrir. Et le réchauffement climatique vient appauvrir les sols, vient assécher les récoltes. Et donc, en fait, il y a un vrai problème. Et le Pakistan n'a pas pris en main la question climatique et il faut que le Pakistan prenne en main cette question climatique. Et donc on a eu une première, en fait c'était une deuxième, parce qu'il y avait Urgenda juste avant aux Pays-Bas, mais une grande décision de justice qui était de dire, en fait, il doit y avoir une politique de protection du climat qui doit être une politique ambitieuse et qui doit préserver nos territoires, nos sols, notre agriculture, notre alimentation et les droits humains. Et en fait, protéger notre environnement, ça va de pair avec le fait de protéger les droits humains. Puis on a une seconde victoire qui est arrivée en avril 2018 en Colombie. Là, c'est 25 jeunes qui ont eux aussi fait appel aux juges en disant, en fait, nos droits des jeunes générations sont bafoués, le droit des générations à venir aussi, mais aussi le droit de l'Amazonie.
Et puis, il faut qu'il y ait effectivement des obligations qui soient imposées à l'État. Alors, la Cour suprême colombienne, elle a dit, bah oui, en fait, l'État colombien, puis les régions colombiennes aussi, doivent mettre en place des plans de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, un plan de lutte contre la déforestation de l'Amazonie, mais elle a fait 2 choses en plus. Elle a dit, on va attribuer un statut juridique à la forêt amazonienne, parce que la forêt amazonienne a le droit, comme toute personne, d'être préservée dans son intégrité, dans ses écosystèmes, dans les écosystèmes qu'elle abrite, dans son rythme de vie, de renouvellement, de déploiement, d'épanouissement. Et donc, on doit reconnaître des droits à la forêt amazonienne. Et puis, on doit aussi établir des droits pour les générations futures. Et donc, pour faire ça, ils ont créé un pacte intergénérationnel de la vie dans l'Amazonie, qui associe des représentants des secteurs publics, qui associe aussi des gens qui peuvent parler un peu au nom de la forêt, qui sont à la fois des scientifiques, les communautés, notamment autochtones, qui vivent sur les territoires de la forêt amazonienne, et puis des jeunes générations. Et ensemble, ils doivent déterminer, dessiner, donc c'est en avril, donc on va voir un peu ce que ça donne, en avril dernier, mais qui doivent déterminer une gouvernance et des projets pour cet espace qui permettent de les préserver. Puis il y a une autre victoire, je vous ai dit, il y en a plein, donc je ne vais pas toutes vous en parler, mais il y a une autre victoire qui est pour moi assez importante, assez intéressante en tout cas. Quand on parle des droits de la nature, souvent en France, on nous dit, mais c'est un truc, c'est dans les pays où il y a des populations autochtones, des peuples premiers, tout ça, ou alors c'est dans les pays d'une autre tradition religieuse. En fait... les droits de la nature, ça arrive aussi dans les pays occidentaux. On en a un peu en France. Le préjudice écologique est un début de droit de la nature, par exemple. Mais aux États-Unis, en Pennsylvanie, il y a aussi une rivière qui, en se défendant devant les tribunaux, a réussi à faire interdire la fracturation hydraulique, le gaz de schiste, dans l'ensemble de l'État de Pennsylvanie. C'est la rivière Little Mahoning. Et en 2016, elle a dit effectivement, en fait, moi, pour pouvoir couler de manière saine, de la source à l'embouchure, pour pouvoir accueillir la faune et la flore qui vivent en mon sein et sur mes rives, j'ai besoin que mes droits soient préservés, et ces droits-là sont contredits par la fracturation hydraulique. Et en fait, tout ça fait système. Quand on parle de notre alimentation, de ce qu'on mange, quand on parle des graines, quand on parle de la préservation des communs qui nous permettent, de la planète, du vivant, qui nous permettent à chacun ici, ainsi que aux éléments de faune et de flore, de pouvoir subsister, en fait, c'est le même sujet. Et c'est ensemble qu'on peut protéger tout ça. Et on a évidemment des batailles dures à mener. Donc, Vandana a montré la liste des grandes entreprises qui s'accaparent les graines, etc. En matière climatique, c'est 25 firmes seulement à travers le monde qui ont émis 71% des émissions de gaz à effet de serre entre 1988 et 2015. C'est-à-dire autant d'émissions qu'entre la révolution industrielle et 1988, alors que 1988, c'est l'année de la création du GIEC. Le GIEC, c'est ces scientifiques qui travaillent sur le climat, mais ça veut surtout dire que c'est le moment où l'ensemble de la communauté internationale dit « oui, nous savons qu'il y a un réchauffement climatique, qu'il est réel, oui, sa cause est humaine, et oui, il a des impacts sur l'ensemble de l'humanité et du vivant ». Et donc, à partir du moment où on reconnaît ça, en 25 ans, on pollue autant qu'on avait pollué pendant les 250 années qui ont précédé. Et donc c'est assez dramatique, et les batailles devant nous, elles vont être vraiment longues. Je pense aussi à Dwayne Johnson aux États-Unis, qui réussit à faire condamner Monsanto, mais qui pour autant est en fin de vie, alors qu'il a de jeunes enfants. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est quand même que ça marche. Ça marche pour plusieurs raisons. On gagne de plus en plus de ces actions en justice climatique contre les États comme contre les pollueurs. Grâce aux mobilisations, et notamment des jeunes et de Greta et de ses amis avec qui on était tout à l'heure, mais au-delà de ça, des centaines de milliers de personnes qui ont manifesté à travers le monde, notamment et surtout depuis cet été, on a réussi à faire avancer des lois. En Belgique, il y a une loi pour le climat qui est en cours de discussion et qui vise au respect de l'accord de Paris. Au Danemark aussi, grâce à une initiative citoyenne qui a eu un succès fou, qui n'a jamais été autant signée en un laps de temps aussi court. Ça fait un peu penser à l'affaire du siècle, sauf qu'eux, ils ont une capacité les citoyens de déposer des lois sur la table du Parlement. Et donc ça commence à être discuté là à partir de lundi, et ça va durer jusqu'en juin. On espère qu'elle va être adoptée. Ou en Bavière, où cette semaine, une initiative citoyenne aussi a demandé l'interdiction du glyphosate et des pesticides pour protéger les abeilles. Et donc voilà, on voit que ça marche. Et si donc on va s'y met pas lâcher ensemble, l'affaire, on peut y arriver. On ne va pas lâcher l'affaire du siècle, en l'occurrence, et continuer à se serrer pour mener ces batailles juridiques.